Bonjour, je suis Jean-Éric Aubert, le président de la Société française de prospective. Vous voyez peut-être sous mon visage s'afficher le nom de Alain Petitjean, mais Alain Petitjean est un des orateurs qui interviendront dans la journée, mais nous utilisons en fait son équipement et c'est pour ça que vous voyez apparaître son nom. Donc je recommence, je suis Jean-Éric Aubert, président de la Société française de prospective. Nous avons donc aujourd'hui, sur toute la journée, à distance, ce 8e printemps de la prospective. Le printemps de la prospective, c'est le principal événement annuel de la Société française de prospective qui, chaque année, examine un sujet d'intérêt général sur la transformation des sociétés à long terme. Cette année, le sujet est celui du travail et de la métamorphose du travail. Il y a un livre qui a été préparé sous la direction de la vice-présidente de la Société française de prospective, Christine Afriat. Voici donc ce livre, cette étude qui résulte de plus de 2 ans de travail d'une commission de plusieurs personnes qui a également fait l'objet de discussions, y compris avec des partenaires sociaux. Et c'est donc ce sujet de la métamorphose du travail qui est l'objet de ce printemps. Je dirais juste quelques mots. Pourquoi il y a métamorphose? Il y a métamorphose parce que nous sommes entrés dans un monde qui n'a plus beaucoup de rapport avec celui des temps modernes de Chaplin, de Charlie Chaplin, où vous vous rappelez ces images de l'ouvrier pris dans des machines industrielles. Nous ne sommes plus dans cette période de développement industriel. Nous sommes dans une période où il y a les nouvelles technologies que vous connaissez bien. Il y a eu la mondialisation, il y a eu une intégration des services et de l'industrie. Et se développent de ce fait-là de nouvelles formes de production, de nouveaux types d'entreprises dans lesquelles les individus ne se trouvent plus dans la même situation qu'ils étaient il y a encore 10 ou 20 ans. On a une remise en cause de l'emploi salarié stable, on a une montée des contrats à durée déterminée, on a un engouement pour le travail indépendant, et donc il y a véritablement une situation dans laquelle les individus sont à la fois plus libres, plus seuls, plus autonomes et en même temps avec beaucoup de pression. Et des pressions d'une nature différente de celles qu'on connaissait dans la société industrielle. Et également, les systèmes de protection, les systèmes institutionnels ont beaucoup évolué et ne sont plus aussi efficaces qu'ils étaient dans le passé. Donc, il y a à repenser complètement l'écosystème dans lequel le travail se développe aujourd'hui. Et c'est l'objet de ce livre. C'est-à-dire que l'originalité de cette étude, c'est précisément de penser l'écosystème avec ses différentes composantes. Les conditions dans lesquelles le travail s'intègre avec la vie, de manière générale, les conditions dans lesquelles se développe la formation et l'éducation des individus, le droit du travail et la protection sociale. Donc cet écosystème est à repenser et l'objet de ce livre, c'est précisément de donner des pistes sur la manière dont ces différentes composantes doivent être aménagées. Et de ce point de vue-là, il y a une perspective humaniste qui est proposée, qui correspond aux orientations de la Société française de prospective, qui se pose la question, effectivement, de mettre l'homme au centre des transformations des sociétés. Et c'est l'objet de ce livre sur ces différentes préconisations relatives à ce que, je le répète, l'intégration du travail dans la vie en général, les conditions de l'éducation où il s'agit de donner notamment beaucoup plus de capacités, de compétences génériques et de soft skills. Il y a le droit du travail qui doit évoluer vers quelque chose qui est un mélange entre du droit dur et du droit souple. Je vous laisse imaginer ce que cela peut vouloir dire, notamment droit souple, c'est ce qui peut se passer beaucoup plus dans une sorte de capacité de formulation plus adaptée à la vie des entreprises avec des chartes plutôt qu'avec des procédures extrêmement dures juridiques. Et puis la protection sociale où il s'agit de penser au fond la prévention
plus que la réparation. Et donc, ça a des implications sur, au fond, la capacité de donner à chacun un socle de base pour vivre dans toutes ces conditions-là. Donc, voilà, en gros, les orientations de ce livre qui proposent donc des pistes qui sont relativement nouvelles, parce que précisément, on est dans une métamorphose du travail qui correspond aux nouvelles conditions dans lesquelles aujourd'hui la planète se développe. Je m'arrêterai là et je passerai la parole ensuite à Christine Afria, qui a été la principale maître d'œuvre ou maîtresse d'œuvre de ce travail important. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps la façon dont cette session va s'organiser. Je vais vous présenter le diagnostic qui a été réalisé dans le cadre de cet exercice de prospective sur l'avenir du travail, sur la métamorphose du travail. Ensuite, nous aurons deux experts, Marc Malenfer et Gérard Van Landuc, qui vont réagir aux propos effectivement introductifs. Et nous aurons ensuite un échange par le bouton converser avec vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout au long de cette session faire remonter vos questions et nous pourrons effectivement en prendre quelques-unes. Malheureusement, nous n'avons sûrement pas la possibilité de pouvoir prendre en compte toutes les questions, mais de toute façon, nous les enregistrerons et nous pourrons ultérieurement revenir vers vous si nous n'avons pas la possibilité d'envisager la réponse sur l'ensemble des questions. Donc, je vais donc commencer la présentation de cet exercice. Dans un premier temps, vous dire que… Alors, je vais faire partage d'écran parce que j'ai prévu… Voilà, partage d'écran, j'ai prévu un slide. Voilà, j'espère que vous allez bien pouvoir le voir. Alors, attendez, il faut que j'arrive à me… Est-ce que vous le voyez ? Oui, Christine, on voit le… Alors, attends, parce que là, il faut que je revienne. Et tout se défile en même temps, donc il y a un petit souci là. Bascule sur paramètres d'affichage. Alors, je suis absolument désolée. Là, il faut que je revienne. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Elle était fermée. Donc, maintenant, je fais partage d'écran. Je me mets là. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Normalement, devrait être bon. Donc, je démarre. Voilà. Donc, simplement pour vous rappeler pourquoi ça se défile, c'est un souci. Ça défile trop tôt. Hein. Voilà. Tout simplement pour vous dire que nous avons retenu la thématique du travail parce que si on regarde bien, un certain nombre d'études sont consacrées aux évolutions et aux évaluations de l'emploi, c'est-à-dire la quantité de travail disponible, mais peu se sont penchés sur l'avenir du travail, que nous définissons comme une activité régulière, productrice de richesse, directement rémunérée, exercée dans un cadre contextuel et légal, dans un contexte de montée en puissance de la technologie et de l'automatisation croissante des processus. Le travail, pour nous, est une activité essentielle à la réalisation et à l'émancipation humaine, source de reconnaissance multiple, de possible épanouissement des sujets concernés et productifs de solidarité. Nous avons donc décidé d'étudier l'ancien exercice de prospective sur la métamorphose du travail en étudiant les tendances émergentes des modèles d'organisation dans un contexte de grands bouleversements d'évolution et de perte de repères, comme effectivement Jean-Éric vous l'a rappelé en introduction. Nous sommes partis de 5 grandes interrogations. Évolution du progrès technique et la politique d'innovation. Passe-t-on vers un nouveau modèle économique? Comment l'écosystème des entreprises évolue? Quel nouveau modèle d'organisation? Quelle place et rôle des acteurs dans ce nouveau paysage? Et quel rapport entre l'individu et le collectif?
Notre fil directeur, en fait, était de partir de 4 plaques tectoniques, puisque nous avons eu la volonté d'avoir un exercice systémique, les plaques sciences et techniques, la plaque économie et finances, la plaque organisation des entreprises et du travail et la plaque société. En retenant arbitrairement ces 4 plaques, il s'agissait d'identifier ce qui est en train de transformer dans chacune d'elles, et ceci afin d'avoir une vision globale des enjeux en cours aujourd'hui. Ce choix méthodologique a permis de mettre en évidence qu'elles sont régulées de manière différente et que maintenant, aucun système de régulation supérieure ne les coordonne, mais également qu'à l'intérieur de chaque plaque, les éléments qui la contribuent sont eux-mêmes en mouvement permanent. Si je prends par exemple, à titre d'exemple, la plaque économie et finances, on voit bien qu'il y a une contradiction parfois entre la volonté de créer de l'emploi et la dynamique de croissance avec l'évolution du trend, du progrès technique, mais aussi la pression fiscale et l'internationalisation. Cet exercice prospectif a pris l'objet et la volonté de mettre en évidence l'homme dans ce mouvement et en partant du principe que l'homme est au cœur de ce mouvement. En effet, il s'agissait de s'interroger sur la place et le rôle de l'homme dans ce monde en changement, de son développement et son utilité sociale. Et pour cela, nous avons choisi de considérer l'avenir comme le champ du souhaitable et de remettre l'homme et les structures qui l'animent au cœur du travail, de la réflexion et de l'action. Nous avons fait ce choix, effectivement, méthodologique, car nous refutons l'entrée qui est de dire que nous subissons les changements en cours. Et c'est un petit peu dans une logique de continuité de nos réflexions sur la grande transition qui était l'objet de notre printemps de la prospective de l'année dernière. Première plaque donc est présentée, la plaque sciences et techniques. Vous le savez parfaitement, tout comme la machine à vapeur a changé le monde du XVIIIe siècle, ou l'électricité celui du XIXe siècle, dans le monde du XXIe siècle, le progrès technique entraîne des évolutions majeures. L'élément nouveau, c'est qu'il ne s'agit plus d'une seule technologie de rupture, mais d'un faisceau d'innovation, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication et les sciences cognitives. Mais l'élément nouveau, c'est que chaque spécialité emprunte aux autres. C'est cette interpénétration des technologies entre elles qui crée le mouvement exponentiel. Nous sommes bien dans une hybridation des technologies. Comment caractériser cette révolution numérique et son impact sur l'évolution de la société? Nous avons retenu 4 grandes propriétés. La dématérialisation, c'est-à-dire la numérisation des médias, de l'information, qui s'étend à tout ce qui peut être dématérialisé pour aller vers l'étape ultime, qui est la numérisation des connaissances et l'intelligence artificielle. Connectivité. En effet, aujourd'hui, tout communique entre tout. Les individus entre les individus et les objets entre eux. Tout est une affaire de réseau. Désintermédiation des acteurs, car en effet, les organisations silos sont complètement déstabilisées par de nouveaux entrants qui viennent s'interposer dans la chaîne de la valeur. Et enfin, les données massives, car elles irriguent l'économie numérique. Toutes nos pratiques génèrent des données, phénomène amplifié par la géolocalisation et surtout la mise en évidence des réseaux sociaux. Pour la plaque économie et finances, l'avènement de l'économie numérique introduit un questionnement sur le modèle économique, sur son nouveau modèle économique. Son développement, en effet, pose la question d'une nouvelle approche de la valeur. À présent, les déterminants de l'innovation sont portés davantage par la demande et ses évolutions que par l'offre. La personnalisation des produits et des services devient une modalité essentielle à la création de valeur dans un univers concurrentiel où les besoins primaires sont saturés. Les utilisateurs finaux occupent une place importante dans le processus d'innovation, car leur expérimentation et développement de nouveaux produits pour répondre à des besoins spécifiques sont repris progressivement par les plateformes numériques et développés à grande échelle. La contribution des utilisateurs des services en ligne est source de valeur. Or,
Il va de soi que nous mettons en évidence cette donnée importante, mais que c'est le résultat d'un travail conscient de mise en commun des ressources et d'activités produites par les consommateurs. La valeur est issue de la multiplicité des interactions, des traces, des clients et des utilisateurs du numérique, qui par ce fait modifient en permanence les services et l'architecture générale des réseaux. La valeur d'un produit ne réside plus dans la possession du bien lui-même, mais dans les bénéfices de son utilisation. À ce titre, c'est la problématique de la redistribution de la valeur qui est en jeu. La matérialisation des données personnelles est très souvent évoquée, mais sans que soit mise en œuvre réellement comment le faire. De nouveaux modes de valorisation sont à penser, car ce qui doit être rémunéré dépend de la qualité des réseaux. Pour faire suite sur cette plaque tectonique économie des finances, nous avons essayé d'identifier de nouveaux modèles économiques en émergence et nous avons retenu 4 grands domaines, sachant qu'il y en a bien sûr d'autres, mais pour nous, les plus importants étaient l'économie digitale, qui se caractérise par le fait que l'information numérisée devient une ressource stratégique, et le développement de nouveaux modèles d'affaires autour, bien sûr, des plateformes numériques. L'économie collaborative, qui certes aujourd'hui est en développement, mais qui, dans la valeur ajoutée, est peut-être pas assez importante, mais qui va prendre effectivement de l'importance au fur et à mesure des années à venir, et qui repose sur 4 grands modèles de raisonnement: l'économie de la fonctionnalité et du don, la gestion des communs, l'accès libre, gratuit et universel, une économie de l'usage et non de la propriété. L'économie des makers, concept qui a été surtout mis en évidence par Michel Lallemont et qui réinvente des manières de produire et de travailler en misant sur le portage de l'information, et économie circulaire, qui met l'accent sur le caractère insoutenable de la consommation des matières premières et de l'énergie et qui se fonde en opposition à l'économie linéaire sur un circuit fermé de matière en minimisant la consommation des ressources et surtout le rejet associé. Pour la plaque organisation, nous sommes demandé quel écosystème, pour quelle entreprise nous devions appréhender. Alors, il va de soi que les premières remarques qui sont transcrites par ce slide ne sont pas nouvelles, mais c'est une tendance lourde qu'il faut bien rappeler. Les entreprises se ressentent sur leur cœur de métier. Les externalisations des fonctions jugées périphériques, d'abord dans les services puis dans les productions, deviennent un trend important. Les leviers de production sont désormais éclatés. Les entreprises ont des relations avec ses sous-traitants, avec les groupements d'employeurs, et donc nous en arrivons à un brouillement des frontières de l'entreprise et des relations de travail, dans le sens où nous avons une dilution des frontières entre l'industrie et les services. Là où il y avait 2 mondes distincts, il y a désormais un continuum entre l'industrie et les services. Nous avons donc des mutations des entreprises qui interrogent ce que recouvre la notion d'employeur. Interrogation qui porte à la fois sur la relation individuelle du travail, et notamment l'avenir du lien de subordination juridique, mais de l'autre côté, relation collective, car il faut effectivement se demander quel périmètre l'entreprise aura demain, et surtout, quel niveau pertinent doit-on préserver pour le dialogue social. C'est toute une gamme nouvelle de formes d'organisation du travail qui sont en train d'émerger. On passe d'une organisation verticale à une organisation horizontale où la transversalité domine. Avec la diffusion des outils numériques, une transversalité accrue entre les hommes et les services et l'écosystème de l'entreprise s'impose. L'accélération de la circulation de l'information conduit les organisations à devoir agir plus rapidement et partout, d'où de nouvelles pratiques de travail plus collaboratives se développent. Dans cet ouvrage, et j'espère que vous aurez envie, après cet exposé, de lire notre ouvrage « Métamorphose du travail », nous avons distingué 3 grands modèles d'entreprise. À la fois celle portant sur le lean management, qui est un modèle bien sûr bien ancien, mais qui se développe de plus en plus, l'entreprise libérée et l'entreprise responsabilisante. Il va de soi que, bien sûr,
on ne peut pas dire que tous les modèles d'organisation anciens vont être amenés à s'atténuer, mais il était important de montrer quels sont les modèles en émergence. Quant à la société, la première question effectivement à se poser, c'est toute la réflexion sur l'impact qualitatif de la révolution numérique sur le volume d'emploi global et les formes d'emploi à appréhender. Ainsi, les mutations socio-économiques et technologiques vont-elles se traduire par une destruction créatrice de l'emploi dans la logique du modèle schumperien? Vont-elles se traduire par une substitution de l'homme par la machine? Vont-elles effectivement avoir une complémentarité entre l'homme et la machine? L'ouvrage présente l'ensemble des travaux conduits dans ce domaine depuis un certain nombre d'années, que ce soit les travaux de Fred et Osborne de l'Université d'Oxford, que ce soit les travaux de l'OCDE, que ce soit les travaux européens. Mais ce qui est important de mettre en évidence, c'est que l'analyse des résultats de ces travaux montre que nous sommes sans doute encore trop tôt pour apporter une réponse définitive à cette interrogation. Il est intéressant à ce stade de relever les conclusions d'une étude de Patricia Vendramin et Gérard Valenduc qui mettent en évidence qu'à côté de l'évolution technologique, il est très important de pouvoir regarder l'évolution des organisations de travail et la relation homme-machine. Nous avons, autre réflexion, nous nous sommes interrogés sur les mutations du travail qui vont accélérer les parcours professionnels, ces parcours professionnels étant désormais davantage heurtés et associés à des changements de statut et d'épisodes de pluriactivité. Un nouveau paysage se dessine, marqué par l'hybridation des statuts de l'emploi. Nous avons une remise en cause de la centralité de l'emploi salarié stable et à plein temps. Certes, l'emploi salarié en CDI représente encore 75% du total de l'emploi marchand, mais il faut bien constater une montée importante des contrats à durée déterminée. Ces contrats à durée déterminée dominent les embauches sur des périodes de plus en plus courtes. Nous avons aussi un engouement sur le travail indépendant et d'après les études de l'INSEE, en fait, on constate un nombre de travailleurs indépendants beaucoup plus important que le nombre de salariés. Enfin, nous avons un développement de nouvelles formes d'emploi qui sont à la frontière du salariat et du travail indépendant. Certaines activités salariées peuvent en effet être réalisées par des prestations de services. Inversement, certaines activités peuvent être externalisées à de non-salariés. Antonio Casilli, dans son dernier ouvrage, s'intéresse au travail du clic et met en évidence une tâcheronorisation du travail et le développement d'une main-d'œuvre à la demande. Maintenant, ces travailleurs des applis, comme les désignent Dominique Méda et Sarah Delnour, sont de plus en plus importants. D'un autre côté, lorsqu'on parle du travail indépendant, lorsqu'on voit le travail des plateformes, on peut se demander, lorsqu'un jeune passe sa nuit à récupérer des trottinettes dans les rues, à les mettre dans des camionnettes, dans sa camionnette, et à les recharger pour gagner 15 €, est-on vraiment dans du travail indépendant? Et à ce propos, j'aime beaucoup l'expression de la journaliste Francine Van Honegger, qui, dans un article du Monde récemment, pour parler de ces nouveaux travailleurs, parle des damnés de l'Uber. Quant aux attentes et valeurs dans la société de demain, toutes les enquêtes européennes, que ce soit l'European Values Survey, internationales comme celle de Manpower, ou les enquêtes françaises comme celle d'Astrée, mettent en évidence ce qui est attendu du travail, plus particulièrement chez les jeunes. Et ce qu'on voit apparaître, c'est la possibilité de réalisation de soi, épanouissement plus que de gagner sa vie, c'est-à-dire que la dimension intrinsèque du travail qui porte sur le contenu du travail, la réalisation de soi, l'épanouissement personnel est plus privilégiée, et ceci au détriment de la dimension extrinsèque du travail, c'est-à-dire la rétribution, le salaire donc, ou la sécurité de l'emploi.
on voit un besoin grandissant de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le refus d'une place hégémonique occupée, accordée au travail, de façon à pouvoir mener différents projets dans différents domaines. À ce propos, et je ferai une petite parenthèse, par rapport au passage en faisant une référence à la crise sanitaire inédite que nous vivons en ce moment et où le travail à distance qui s'est imposé confronte ce besoin de quête de sens. Le dernier article de Cédric Bruguère le met bien en évidence. Certes, vous allez me dire, la question du sens a été déjà évoquée dans ces enquêtes européennes ou internationales. Mais la poser aujourd'hui, c'est simplement mettre en évidence un accélérateur de tendance qui lui préexistait. Après cette brève présentation du diagnostic, qui en fait correspondait à notre première phase de notre exercice de prospective, qui est celui de comprendre, nous avons pu déterminer une matrice de 63 variables socles. Et ces variables socles nous ont permis de mettre en évidence 3 scénarios. Nous avons construit 3 scénarios. Le premier scénario, qui est un scénario exploratoire, que l'on peut également qualifier de tendanciel, que nous avons intitulé « La technologie pilote le travail », prolonge le développement du projet technique et des évolutions des organisations, c'est-à-dire absence de barrières à leur développement, en se focalisant sur 2 situations spécifiques au regard du travail, 2 situations spécifiques qui pour nous agissent en même temps. La première variante, qui est plutôt une voie passive, porte sur la substitution de l'homme par la machine et une relocalisation significative des tâches. Accaparement des revenus par les détenteurs de capital. Et en même temps, deuxième variante, qui est une voie plus active, qui porte sur le choix d'une transition cognitive visant l'enrichissement du travail humain par la technologie, avec un développement des compétences et une interaction entre l'homme et la machine. Premier scénario. À côté de ce premier scénario, qui est plutôt de nature analytique, nous proposons 2 contre-scénarios plus discursifs. Le premier scénario, qui porte sur que nous avons intitulé « La régulation de la technologie au service des hommes », se fonde sur une régulation de la technologie par l'intervention conjointe du droit et de la société civile. Intervention conjointe du droit et de la société civile après une complète dérégulation et une perte d'intervention des pouvoirs publics. Le travail est soumis à une nouvelle régulation juridique et assurantielle visant à créer des protections et à garantir les revenus des populations au travail et aussi hors du travail. Sur cette base naîtrait un nouvel ordre mondial réarticulant le monde du travail et celui de la transaction électronique. Dernier scénario, qui est un scénario qui a été pensé plutôt sous forme de récit, qu'on a intitulé « La transition écologique et sociale ». Ce scénario fait le choix de présenter le parcours professionnel de 3 personnes en intégrant la transition écologique et sociale. Il retrace l'adaptation de personnes confrontées à la désagréation de leur environnement, à une évolution de leur parcours professionnel et la réponse qu'elles apportent chacune à une reconfiguration de leur activité. Voilà, par rapport à cet exposé, j'en ai terminé. Je vais donc ouvrir le temps d'échange avec Marc Malenfer et Gérard Valenduc pour leur poser la question suivante, qui est de dire les réflexions et les réflexions portant effectivement sur l'exercice de prospective sur la métamorphose du travail évoquent pour vous quelle interrogation, comment vous vous y retrouvez par rapport à vos propres travaux, que retenez-vous en priorité, mais aussi, et l'exercice est peut-être un peu plus particulier, l'idée est de dire aussi quelle réflexion vous amène effectivement cette fameuse crise sanitaire inédite où, au printemps 2020, on a vu, et ceci au fur et à mesure que les gouvernements se sont résignés à mettre en place des formes de distanciation sociale forcée, des milliers d'entreprises se sont donc retrouvées du jour à l'autre
à changer de modalité de travail, changer des modalités de travail de millions d'employés. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas prêtes du tout d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue managérial. De l'autre côté, du côté des salariés, ils se sont retrouvés également dans une configuration inédite à laquelle ils n'étaient également pas préparés, mais ils ont fait preuve d'initiative et de capacité d'adaptation. Il est indéniable, en tout cas je le pense, que des transformations invisibles aujourd'hui, durant ces 2 mois d'arrêt quasi total, se sont produites. Si je me fais référence à la crise des années 68, et ce fameux printemps mai 68, on a vu que finalement, la transformation, peut-être 3 ou 4 années après, sur le rapport au travail, et notamment le travail à la chaîne, avait effectivement été porteur de grands changements. Je pense qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire inédite sera porteuse de grands changements et je trouve que c'est une manière de conforter notre analyse et notamment la dénomination que nous avons mis en évidence sur la métamorphose du travail. Je vous invite donc, dans un premier temps, par rapport à Gérard et Marc, de pouvoir effectivement essayer ensemble d'identifier ces changements, tout en sachant bien sûr que dans un premier temps, vous allez réagir par rapport à notre exercice, et ensuite nous prendrons, pendant un temps d'une vingtaine de minutes, les questions qui normalement devraient remonter sous le mode via le bouton converser. Alors, Marc Malenfer, je vous propose de commencer dans un premier temps. Je ne vais pas vous présenter, je crois que vous allez le faire sans difficulté. Je veux simplement vous rappeler que vous intervenez dans la mission de veille et prospective de l'Institut national de recherche et de sécurité. Et je vous laisse la parole pour à peu près une quinzaine, voire un peu plus de minutes d'échange. Merci. Merci. Non, je vais essayer de tenir sur 15 minutes pour qu'on puisse avoir un peu de discussion derrière. Alors, deux mots pour commencer sur l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un organisme de prévention des risques professionnels, donc qui a des activités à la fois de recherche, mais aussi d'assistance, de formation, d'information. C'est un organisme qui est financé par la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale et à ce titre géré par les partenaires sociaux. Alors, ce qu'il faut savoir, là je fais juste une parenthèse à propos de la crise et de l'activité de l'INRS. Il faut savoir que les activités de l'INRS se sont poursuivies en mode parfois un peu dégradé parce que tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain en télétravail. Mais vous verrez sur le site web que les missions ont été remplies, notamment en termes de réponse aux nombreuses demandes des entreprises, à la fois sur les risques bio, mais aussi sur les dimensions psychosociales, ergonomiques, etc., qui se sont présentées aux entreprises pendant cette période compliquée. Et donc, c'était l'occasion aussi de saluer le travail des collègues qui ont continué à produire beaucoup là, dans des conditions qui n'étaient pas simples. Alors, la mission veille et prospective à l'INRS, c'est 2 personnes, Michel Herry et moi, mais on a la chance et la possibilité de pouvoir s'appuyer sur beaucoup d'expertise interne. Et on s'intéresse aux enjeux de santé et sécurité au travail qui sont associés à ces transformations que vous venez de décrire. Et donc là, l'intervention que je vous propose, elle s'appuie beaucoup sur les travaux qu'on a menés dans le cadre de 3 exercices. Un qui concernait les modes et méthodes de production à l'horizon 2040. Le second qui était consacré à la plateformisation et un dernier exercice qui était consacré au développement de l'économie circulaire. Ces travaux sont tous disponibles en ligne sur le site de l'Institut. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Alors, là, mon intervention, elle est quand même assez focalisée plutôt sur la première partie de l'ouvrage, sur le diagnostic très étoffé qui est fait dans le cadre du livre et qui effectivement recoupe un certain nombre de constats et de travaux qu'on a conduits.
Notamment, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'ouvrage, hein, c'est qu'il n'est pas focalisé sur la description de la technologie en elle-même, mais bien sur les effets des technologies sur le travail et son organisation. Et je voulais préciser effectivement que le problème n'est pas la technologie en soi. La technologie en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Le problème, c'est comment on se l'approprie et comment on l'implante dans les entreprises et quel contrôle on garde sur son usage. Alors, on a des exemples assez nombreux d'utilisation vertueuse et vraiment très intéressante des innovations technologiques. Là, on peut mentionner, et franchement, c'est un exemple parmi d'autres, mais des choses très intéressantes, notamment en matière de cobotisation. La cobotisation, c'est-à-dire les outils qui permettent une collaboration entre un opérateur et un robot, elle a vraiment tout son intérêt en termes de conditions de travail quand la partie robotique, elle est vraiment mise au profit du soulagement des contraintes physiques de l'opérateur, voire même des contraintes cognitives, et que de son côté, le savoir-faire de cet opérateur, son geste professionnel, conserve toute son utilité. Alors ça, on a des exemples. Par exemple, dans la déconstruction automobile, on a vu des initiatives très intéressantes parce qu'une chaîne de déconstruction automobile, vous ne pouvez pas l'automatiser comme une chaîne de production automobile parce que tous les modèles qui arrivent sont différents. Et donc, vous avez vraiment besoin du savoir-faire des salariés. Mais c'est également un métier assez pénible et physique. Et donc, si intelligemment vous utilisez les progrès des technologies et de la robotique, vous pouvez arriver à des résultats intéressants à la fois en termes de conditions de travail et en termes de productivité. Il y a également, on peut le signaler, un potentiel inclusif de l'usage des technologies, c'est-à-dire qu'elles peuvent aider un certain nombre de salariés qui sont soit en situation de handicap, soit soumis à des contraintes, etc., d'accéder plus facilement au travail, de leur faciliter le travail. Ça peut s'observer aussi. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, vu qu'on fait de la commande, en gros, qui nous est donnée, c'est dites-nous quels vont être les risques professionnels auxquels on va être confronté à l'avenir. Donc, on s'intéresse aussi aux effets un peu plus problématiques de l'implantation de ces technologies. Et alors, le premier point que je voulais souligner là-dessus, c'est qu'en général, l'implantation de ces technologies, elle a souvent pour effet une intensification du travail. Alors là-dessus, on peut prendre un exemple qui est très parlant, c'est celui, par exemple, des préparateurs de commandes dans la logistique. C'est une profession où ont été introduits un certain nombre d'outils de commande vocale ou d'outils numériques qui ont conduit à une forte intensification du travail, à une augmentation de la charge de travail quotidienne. Et donc, on a un effet là-dessus qui est assez bien documenté. Après, l'autre dimension qui est assez préoccupante par rapport à la santé au travail de l'usage de ces technologies, c'est la réduction des marges de manœuvre des opérateurs. C'est-à-dire qu'on a des outils technologiques qui permettent maintenant d'avoir en permanence une géolocalisation, un chronométrage, un monitoring, une surveillance à distance de l'activité sur les ordinateurs, et puis une forme de prescription algorithmique du travail. Donc, on a des opérateurs qui se retrouvent en fait à avoir un travail de plus en plus prescrit, de plus en plus contraint, et qui perdent potentiellement en autonomie. Ces deux facteurs, je pense qu'ils sont en grande partie, en tout cas une part de l'explication de l'importance des problèmes de troubles musculo-squelettiques et de risques psychosociaux qu'on constate depuis des années dans le monde du travail.
parce que les troubles musculo-squelettiques, ce ne sont pas que des problèmes biomécaniques, ils ont aussi une dimension psychosociale importante. Et puis, quand on parle de risques psychosociaux, par exemple de stress au travail, quand on a une combinaison entre des fortes exigences en matière de productivité et une réduction de l'autonomie des travailleurs, on est typiquement dans le modèle du job strain, qui est un modèle classique de définition, de description du stress au travail. Sachant qu'il y a un autre modèle aussi dont on peut parler, qui est le modèle dit de Sigrist, qui, lui, est un déséquilibre entre une forte exigence de production et une faible reconnaissance du travail. Et cette question aussi de la reconnaissance du travail, elle est liée aux technologies et on en parle. On va en parler, je pense aussi, dans les mois qui viennent. On en a parlé aussi pour la question de la reconnaissance de l'utilité sociale des différents métiers et la manière dont ils sont rétribués. Mais si vous avez des exigences très fortes en matière de productivité et à côté de ça, une faible reconnaissance ou une invisibilisation du travail, l'effet sur la santé des travailleurs est délétère. Après, le livre également va plus loin sur les effets des technologies, sur l'organisation même des entreprises, et puis l'impact social que ça peut avoir derrière. Alors, sur l'organisation du travail, en fait, on voit que ces technologies, elles permettent et elles entraînent parfois une fragmentation du travail. C'est-à-dire qu'elles facilitent la division des tâches et une espèce de taylorisation des services, c'est-à-dire vous faisiez référence aux travaux d'Antonio Casilli, il décrit ça très bien, c'est-à-dire qu'on découpe des projets en micro-tâches qui vont être réparties entre des dizaines ou des milliers de micro-travailleurs qui eux-mêmes n'ont aucune visibilité sur l'ensemble du projet, la finalité des tâches. Et donc là, on parlait de sens du travail tout à l'heure, ça pose pas mal de questions. Après, je vais faire un petit focus sur la question de la plateformisation, parce que même si c'est un phénomène assez marginal pour le moment en termes de nombre d'emplois, c'est-à-dire qu'en France, on estime à peu près à 200 000 le nombre de travailleurs des plateformes, et donc par rapport aux 18 millions de salariés du régime général, ça peut paraître un peu marginal, sauf que ce qui se passe dans les plateformes, et notamment le déploiement des technologies qu'elles apportent, on le retrouve de plus en plus dans d'autres entreprises. Et puis d'autre part, on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que ce type d'organisation plateformisée tend à se développer. Alors, le modèle classique de ces plateformes d'emploi, c'est des travailleurs indépendants qui travaillent via une application installée sur leur smartphone et avec une prescription du travail qui est algorithmique. Et le point de vue des concepteurs de ces outils, c'est la satisfaction client qui est placée en priorité des priorités. Le problème de ce modèle en termes de santé-sécurité au travail, c'est qu'on n'a pas de responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, donc pas d'obligation à mettre en œuvre une politique de prévention des risques. Et puis, on échappe également au système d'assurance maladie risque professionnel, c'est-à-dire il n'y a pas d'assurance accident du travail maladie professionnelle. Et vous savez que l'assurance AT-MP en France, elle génère un certain nombre de dispositifs qui incitent à la prévention, que ce soit des dispositifs coercitifs ou incitatifs. Mais quand on n'est plus du tout dans ce cadre-là, il n'y a pas d'intérêt objectif évident pour l'employeur à faire de la prévention. Autre élément qu'on a mis en évidence dans le cadre de travail sur les plateformes, c'est qu'on se rend compte que dans ce type d'organisation du travail, c'est extrêmement difficile d'appliquer les principes généraux de prévention.
principes généraux de prévention qui ont été introduits par la directive de 89 et qui figurent dans le Code du travail, en fait, quand on est dans une organisation plateformisée où toutes les tâches sont sous-traitées via un algorithme à des travailleurs indépendants qui sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres, on a du mal, pour pas dire que je suis gentil, c'est pratiquement impossible d'appliquer les principes de prévention. Si on prend l'exemple de l'adaptation du travail à l'homme, par exemple, qui est un principe ergonomique fondamental, là, il est complètement inversé, c'est-à-dire que ces travailleurs passent beaucoup de temps et d'énergie à essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme qui les pilote pour arriver à s'en accommoder. Dans une approche ergonomique, il faudrait que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit l'algorithme qui soit conçu pour accompagner les travailleurs et les soutenir dans leurs tâches. Donc là-dessus, on a un vrai problème, et ce problème, il dépasse, il va jusqu'à avoir un impact social assez fort, parce que comme la couverture sociale des travailleurs indépendants n'est pas la même que celle des salariés, on finit par avoir des travailleurs qui sont moins bien protégés, moins bien couverts, notamment qui n'ont pas d'assurance accident du travail, maladie professionnelle, comme je le disais, mais qui pour autant sont exposés à de nombreux risques. Et donc là, on a un problème. On a un problème des deux côtés en termes de réparation du risque s'il survient, mais aussi en termes de financement du dispositif, vu que ces structures ne cotisent pas dans les dispositifs de solidarité. Alors, il faut quand même souligner que ce n'est pas forcément une fatalité. Pour le moment, ces outils sont développés dans cette optique et dans cette obsession de la satisfaction client, mais il n'est pas impossible, la technologie n'empêche pas de prendre en compte le point de vue des travailleurs. C'est donc un objet dont on peut discuter et dont on doit discuter et dont on doit discuter avec les opérateurs. C'est-à-dire que si on veut avoir un algorithme qui soit pertinent et soutenable en termes de conditions de travail, à un moment, il faut que les travailleurs concernés puissent avoir leur mot à dire sur la manière dont il est conçu. Alors ça nous amène à une autre question qui est aussi traitée dans l'ouvrage. C'est la question de la boîte noire des algorithmes, c'est-à-dire comment on fait, salariés, employeurs, etc., pour discuter justement de ce contenu d'outils techniques dont on voit que sous prétexte justement qu'ils sont techniques, qu'ils sont complexes, etc., on les exclut du champ de la discussion souvent. Et donc là, dans l'ouvrage, je vous parlais des enjeux de capacitation des acteurs. Voilà un sujet sur lequel il y a à travailler sur cette question de la capacitation pour pouvoir habiliter les acteurs à discuter du fond et du fonctionnement de ces outils. Deux mots sur l'économie circulaire. Nous, on la voit quand même beaucoup comme une opportunité parce qu'elle va entraîner une modification des modes de production et donc de la conception, à nouveau de la conception de sites de production. Et en termes de prévention, c'est intéressant parce que au moment où on conçoit des nouvelles lignes de production, de recyclage, etc., on peut introduire en amont de la santé-sécurité au travail. Mais la mise en garde là-dessus, c'est attention à la discussion en amont des prises de décision sur l'environnement, parce qu'il n'y a pas d'automatisme sur le fait qu'une décision ou une mesure qui soit bonne pour l'environnement le soit aussi pour la santé des travailleurs. Ça, ce n'est pas automatique, donc ça nécessite un dialogue entre les acteurs de l'environnement et ceux de la santé-sécurité au travail. Et je vois que le temps passe, donc je fais très très vite sur l'aspect Covid et crise actuelle. Il faut moi je vois on voit la crise actuelle comme une espèce de catalyseur de transformation qui était déjà à l'œuvre dans le monde du travail. Et donc, pour un certain nombre de domaines, cette crise, elle joue le rôle plutôt d'un accélérateur, en tout cas dans les premiers effets visibles. Alors, à ce titre,
du coup, le constat qui est fait dans le livre, c'est un bon test de le confronter à la crise, parce que le livre a été rédigé avant et sorti pendant le confinement, et moi je l'ai lu après. Et on voit que un certain nombre de mutations du travail qui sont décrites sont toujours d'actualité, voire sont accentuées. Alors, il y a des dimensions pour lesquelles ce n'est pas le cas. Bon, la question de la mobilité et puis la question de l'économie du partage, là, on voit qu'elles sont quand même bousculées. Et du coup, pour les loueurs de trottinettes, c'est pas une bonne opération, mais bon, je ne sais pas s'il faut le regretter. Et puis, on voit aussi que les très gros opérateurs du numérique sortent renforcés, hein, notamment les GAFAM, ils sortent en position de force de cet épisode de manière incroyable. Alors, juste quelques mots sur la question de la relocalisation, dont on débat aussi beaucoup en disant qu'il faut rapatrier un certain nombre de productions industrielles en France ou en Europe. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de ces activités qui avaient été sous-traitées, qui comportaient un certain nombre de risques. Si on prend l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas une industrie anodine en termes de risques, en termes d'utilisation de substances dangereuses, etc. Donc, dès lors qu'on va dire on va rapatrier ça en Europe, ça veut dire aussi qu'on va devoir travailler en prévention parce qu'il y a des risques qui vont revenir avec ces activités. Et là, il y a des choix organisationnels à faire. Alors, un des choix, ça peut être de tendre vers plus d'automatisation, justement, pour limiter les expositions professionnelles. Il faut voir dans quel contexte économique ça s'inscrit, parce que si on veut faire de la relocalisation à moindre frais, entre guillemets, on peut avoir des situations assez délétères. Ça a pu déjà être constaté dans certains domaines, mais je n'ai pas le temps de développer là. Et puis, l'autre élément, c'est que cette potentielle relocalisation d'une partie de l'activité industrielle, elle peut être aussi compensée par une potentielle délocalisation d'un certain nombre de métiers tertiaires, du fait du développement du travail à distance et de l'amélioration des outils. Certaines entreprises pourraient avoir la tentation de dire, bon, écoutez, mes salariés qui sont en télétravail depuis 3 mois, ça fonctionne très bien. J'ai un petit souci, c'est que je reste responsable de leur santé et sécurité au travail alors qu'ils sont chez eux, donc c'est compliqué. Est-ce que ce ne serait pas plus simple que ces travailleurs deviennent des travailleurs indépendants? Moi, je ne les sollicite que quand j'ai besoin d'eux, mais parallèlement, ils pourront vaquer à d'autres occasions ou travailler pour d'autres clients. Et puis, dès lors que je fais ça, l'étape d'après, c'est de se dire, bon, OK, mais ces travailleurs, est-ce que j'ai besoin qu'ils soient en France ou en Belgique, ou ils pourraient très bien être à Madagascar ou à l'île Maurice ou je ne sais où. Du moment qu'ils ont une connexion Internet qui fonctionne, on pourrait avoir une mise en concurrence d'un certain nombre de métiers, comme c'est déjà le cas avec le crowdworking, mais on pourrait avoir un développement de cette mise en concurrence pour des emplois de col blanc beaucoup plus qualifiés. Voilà. Et alors, le dernier point que je voulais signaler aussi, non mais j'ai dépassé, hein, c'est l'intérêt d'avoir quand même, on l'a vu dans la crise, si on veut avoir une entreprise un peu réactive, qui est capable de s'adapter à une situation en urgence, de transformer la finalité de sa production, etc., il y a quand même un intérêt à avoir un collectif de travail et avoir un dialogue social qui fonctionne au sein de l'entreprise. Et cette réactivité, cette adaptation, vous ne l'aurez pas avec uniquement des robots et des travailleurs indépendants pilotés par des algorithmes. Voilà, excusez-moi si j'ai dépassé un petit peu. Alors, avant de donner la parole à Gérard, j'ai une petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire et une interpellation nouvelle, mais qui va complètement dans la foulée de ce que vous venez de dire. Et la deuxième chose, c'est bien rappeler que vous avez un bouton qui s'appelle Converser, qui vous permet de poser vos questions. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de questions posées sur cette session, mais peut-être que vous attendez l'ensemble des exposés, de pouvoir les avoir entendus de façon avant de pouvoir poser vos questions. Alors, par rapport à Marc, ce qui me paraît important
de soulever, et pour aller dans la continuité des propos, notamment sur la préservation au travail et les conditions de travail, il me semble qu'avec cette période de travail à distance, parce qu'on parle beaucoup de télétravail, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un travail à distance qui a été contraint, qui a amené un certain nombre de travailleurs à être contraints à rester chez soi dans des conditions qui n'étaient pas du tout pensées pour mettre en place ce travail à distance. Et à ce propos, la dernière étude de Terra Nova, de Métis, de Res Publica, et la dernière, c'est Terra Nova, je l'ai dit, Métis, la CFDT, mettent bien en évidence effectivement la perception qu'ont eu les gens par rapport à ce travail à distance. Et lorsqu'on entend dire, avec une tendance peut-être qui serait de dire on va de plus en plus développer le télétravail, vous avez dû entendre PSA dire finalement mes cadres, je pense que maintenant ils ne reviendraient qu'un jour en présentiel, les GAFAM pensent que dans 2-3 ans tous leurs travailleurs seront en télétravail. Ça amène effectivement à se dire aussi qu'il y a des réflexions à avoir sur la mise en effectivité de ce télétravail et notamment quels sont les enjeux à poser en termes de préservation de travail, de sécurité des travails, de prévention par rapport à la vie professionnelle, de protection entre la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Vous avez peut-être été comme moi, vous avez peut-être constaté comme moi que finalement le rapport au temps s'est complètement dilué et que finalement on passait peut-être beaucoup plus de temps en présentiel face à ce travail que le temps normal. Donc tout ça pour dire, est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer les risques qu'on peut avoir par rapport à cette volonté un peu facile de dire, voilà, on va mettre tout le monde en télétravail. 2, ce qui me paraît aussi important, et je m'arrêterai là parce que je risque d'être trop longue, quand vous avez parlé de capacitation des travailleurs, il va de soi qu'il est très très important aussi de pouvoir vraiment, dans le cadre du dialogue social, solliciter aussi leur point de vue, leur regard, parce que je suis persuadée que ceux qui reviendront à l'automne, parce qu'en fait c'est plutôt à l'automne, reviendront dans leur bureau, ne sont plus du tout dans les mêmes configurations et états d'esprit et ne sont pas prêts à revenir comme si de rien n'était pendant cet état de confinement. Voilà, première interpellation, et ça me permet comme ça d'espérer voir apparaître d'autres interpellations vers le chat. Alors, pour répondre tout de suite là, sur ce point-là, je pense que là, déjà, la phase de déconfinement pose ces questions quoi, il y a une phase d'atterrissage qui n'est pas si simple dans les entreprises avec le retour des télétravailleurs et notamment leur confrontation à ceux qui ont dû continuer à travailler pendant cette période. Donc là, il va y avoir quelque chose de sensible à gérer. Alors, concernant le télétravail et cette espèce de vague d'engouement, moi, je serais assez prudent. On va voir comment les entreprises font ça parce qu'on avait déjà, avant la crise, un certain nombre d'acteurs qui revenaient en arrière sur le télétravail en disant on est en train de perdre en termes de créativité, en termes de capacité d'innovation, parce que les gens ne se voient plus, ne se parlent plus, et ça finit par nous nuire, entre guillemets. Donc, il faut, évidemment, il y a des nouveaux outils, évidemment, il y a des possibilités, mais il faut être prudent. On va voir comment ça va se passer. L'autre question qui est fondamentale aussi sur le télétravail, c'est-à-dire c'est une aspiration de beaucoup de salariés d'avoir des périodes de télétravail pour 2 raisons. La première, c'est évidemment éviter les transports, notamment dans les agglomérations, etc., et la fatigue. La deuxième, c'est que ça peut apporter aussi une plus grande autonomie ou un sentiment d'autonomie plus important dans le travail. Sauf qu'on voit émerger, c'est des outils qui existent depuis longtemps, mais là, on les voit se développer massivement, des outils de surveillance à distance extrêmement intrusifs. Et si mettre massivement les salariés en télétravail, ça s'accompagne de mise en place d'outils du type UpStaff, pour ne citer qu'un exemple,
qui va surveiller l'activité de l'ordinateur du salarié en permanence, qui va le géolocaliser, qui va faire des captures d'écran pour vérifier ce qu'il fait sur son ordinateur. Là, le bénéfice de l'autonomie, autant vous dire qu'il disparaît et on est dans une situation de travail hyper contraint à distance dont on connaît les effets parce que ce type d'outils avait été initialement déployé notamment dans les centres d'appel téléphoniques avec les effets qui ont pu être constatés en termes de stress au travail. C'est-à-dire vous mettez une exigence de productivité très forte et puis vous surveillez en même temps en permanence le salarié, vous lui prescrivez son travail, il a zéro marge de manœuvre et à ce moment-là, ça devient une situation très, très compliquée en matière de risques psychosociaux. Alors, par rapport à ça, Marc, il y a deux commentaires qui viennent d'apparaître. Alors, le premier de Fabienne Goubaudiman, et je suis tout à fait d'accord avec elle, qui dit « Attention sur cette réflexion sur le télétravail, soyons très prudents parce que nous sommes encore aujourd'hui dans une situation de travail forcé à distance et que nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir ce qui va être mis en place. Et deuxièmement, il faut bien voir aussi que ces conditions de travail à distance étaient extrêmement particulières parce que les personnes avaient en même temps assuré leur travail, gardé leurs enfants, assuré les tâches domestiques et ainsi de suite. Donc, il faut bien voir que certains ont plutôt peut-être envie de rentrer et tout simplement pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir aussi, et je fais référence à une étude de Libération qui présentait un certain nombre de cas et qui montrait que certaines personnes qui n'avaient pas le lieu approprié pour travailler se retrouvaient dans leur cuisine. Notamment, je pense à une femme qui disait qu'elle avait mis son micro-ordinateur sur sa table, sa planche à repasser. Donc, il y a aussi les conditions de travail effectives. Il faut penser au lieu approprié. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a un point sur lequel il faut bien réfléchir. Et il y avait une autre réaction. Alors, ça vient de remonter malheureusement, de Soviana Ricci, je crois, qui portait sur le problème aussi un point très important qui est de faire attention à la perte du lien social. Je vous livre ces des questions, c'est-à-dire effectivement ces risques d'isolement et de perte de lien social avec les collègues, avec le management, avec le rapport au collectif, donc la dualité entre travail individuel et travail collectif. Et puis, il y a aussi le problème, à mon avis, la risque de perte de sens dans le sens perte de sens par rapport à sa propre utilité sociale dans ce travail isolé. Alors, ça monte et c'est extrêmement intéressant et je vous en remercie. Je crois que pour l'instant, alors il y a aussi une autre. Alors, bon, on va commencer par là. Ces deux questions. Après, je pense qu'on reprendra peut-être un lot d'interrogations et après, on demandera à Gérard d'intervenir. Donc, si Marc peut réagir en tout moins à ces deux points dans un premier temps, et puis après, on enchaînera. Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur la remarque sur le fait que les réactions à chaud là, sur ce que vont faire les entreprises en matière de télétravail, il est trop tôt pour le dire. Et puis, il y a des négociations qui vont s'ouvrir d'une part au niveau national entre partenaires sociaux là-dessus et puis ensuite au niveau de chaque entreprise. Donc, on va laisser les partenaires sociaux discuter de ce qu'ils veulent faire. Sur les conditions, effectivement, la crise, alors il y a eu un travail aussi très intéressant de France Stratégie dont je n'ai pas parlé là sur les métiers au temps du corona. La crise, elle met en évidence les inégalités de conditions, effectivement, entre l'aide-soignante du 93 qui continue à aller à son travail tous les jours et le cadre qui est en télétravail dans son pavillon de la banlieue ouest. Ça a été un petit peu assez criant, quoi, les inégalités. Et donc, attention aussi, parce que les conditions dans lesquelles se passe le télétravail des uns et des autres, et c'est ça aussi qui va peut-être poser des questions au moment où les gens vont revenir en entreprise, les conditions de télétravail ne sont pas les mêmes et elles ne sont pas forcément très visibles de la part de l'employeur ou des collègues. On ne sait pas forcément dans quelles conditions
se déroule ce télétravail. Et ça peut poser aussi des questions parce que dès lors qu'on est sur un salarié, l'entreprise est responsable de la santé-sécurité au travail. Donc, si l'aménagement du poste de travail est inconfortable, etc., ou si les conditions matérielles de réalisation du travail ne sont pas bonnes, c'est aussi le problème de l'entreprise. Voilà. Et puis, alors, je vois une question sur le monitoring à distance qui est illégal sans l'accord du salarié. Je suis tout à fait d'accord sur la situation quand on est dans le cadre d'un travail salarié et quand on est situé en France. Mais maintenant, on est dans une situation où on est dans des prestations mondialisées et qui échappent largement aux cadres juridiques nationaux. Donc ça pose des soucis. Et puis, voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les exemples, etc. Je vais mettre un lien vers la page prospective de l'INRS si les gens souhaitent aller récupérer nos travaux. Alors, merci beaucoup, Marc. Je propose qu'on donne la parole à Gérard Valenduc. Juste, je fais une toute petite aparté. J'ai vu passer une question qui pose aussi par rapport au lien social, le lien avec la cohésion sociale dans l'entreprise elle-même. Effectivement, il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas occulter. Et je laisse la parole maintenant à Gérard. Merci. Bonjour, donc je me présente rapidement. Je collabore avec l'unité de prospective de l'Institut syndical européen et jusqu'à mon départ à la retraite il n'y a pas très longtemps, j'enseignais à l'université de Louvain-la-Neuve et l'université de Namur et j'ai dirigé le centre de recherche de la Fondation Travail et Université où je me suis longuement intéressé aux relations entre l'innovation, le travail et la société. Alors, comme Christine Afria nous l'a demandé, je ferai d'abord quelques petits commentaires sur les scénarios qui sont élaborés dans l'ouvrage qu'elle a dirigé, et puis quelques réflexions inspirées par la situation actuelle. Alors, par rapport au scénario, je voudrais faire quelques réflexions sous l'angle des facteurs de vulnérabilité qui sont sous-jacents à ces différents scénarios. La vulnérabilité, c'est quelque chose auquel on est confronté durement pour le moment. Nos sociétés sont vulnérables, même vulnérables à une minuscule nanoparticule qui est capable de bloquer toute l'activité économique et sociale. Qu'est-ce qui ressort comme principaux facteurs de vulnérabilité dans les différents scénarios? Dans le premier scénario, et ces deux variantes, substitution de humain-machine ou complémentarité humain-machine, le facteur principal de vulnérabilité pour moi, c'est une question d'optimisme technologique en quelque sorte. C'est croire que ce qui est technologiquement faisable va être réalisé dans l'économie et dans la société. Et dans le premier scénario, et dans toutes les réflexions de substitution humain-machine, on part en fait sur une représentation du travail qui est une représentation où le travail est d'office assimilé à une machine. Comment arrive-t-on à la conclusion que de nombreux emplois peuvent être supprimés et remplacés par des robots? Tout simplement parce qu'on considère qu'une fois qu'une tâche est automatisable, elle disparaît. Donc le travail, il est réduit à une succession d'opérations, tout simplement à un enchaînement de tâches. Et si certaines tâches peuvent être remplacées par des machines, le travail va disparaître. Le travail, c'est beaucoup plus qu'une substitution de tâches. Le travail, c'est un contexte, c'est une organisation, ce sont des relations, ce sont des rapports de pouvoir, des rapports de force. Et tout ça, ça se résout pas par la question de la substitution de l'humain par la machine. Et donc, cette conception, je dirais, très mécaniste du travail, qui est celle du film de Chaplin que Christine Afriga évoquait dans son introduction, où l'humain n'est qu'un engrenage et on peut remplacer l'humain par un autre engrenage. C'est, je pense, une faille importante dans ces raisonnements de substitution
de l'humain par la machine. En plus, cette perspective, elle dissout complètement l'aspect collectif du travail pour le remplacer par un travail qui est parcellisé, individualisé, et dont on a vidé à la fois le sens, la signification, mais aussi le contenu relationnel. Alors, est-ce que la version 2, la version B de ce premier scénario, complémentarité entre l'humain et la machine, répond entièrement à ce risque de vulnérabilité? Pour moi, pas totalement. Je pense qu'elle introduit, cette version 2 introduit une idée intéressante qui est celle que Marc Malenfer a un peu évoquée avec les cobots, la cobotisation, la coopération, l'interaction entre les humains et les machines. Mais le risque que je vois là derrière, c'est une sorte de dualisation du marché du travail. D'un côté, on aurait un noyau important de tâches où le travail humain s'enrichit de nouvelles potentialités offertes par la nouvelle génération de robots, les systèmes intelligents, les données massives et tout ce qu'on veut. Ou d'un autre côté, on aurait une masse importante de tâches, moins valorisées, donc moins bien payées, plus précaires, dévalorisées, parce que c'est pas ça, le bel horizon du travail où l'humain collabore avec la machine. Mais ce sont précisément une partie de ces tâches-là dont on a vu avec la crise sanitaire actuelle qu'elles étaient indispensables au bon fonctionnement de la société. Et donc, quel statut va-t-on donner à ces différentes formes d'interaction entre l'humain et la machine dans cette perspective? Par rapport au deuxième scénario, le scénario qui présente une série de situations de conflits et de clivages, qui trouvent leur solution dans la régulation, dans des conflits autour de la régulation. C'est-à-dire que l'horizon du scénario qui est proposé dans le bouquin, c'est d'arriver à une nouvelle forme de régulation des rapports entre le progrès technique et la société, après être passé par une phase de crise et de catastrophe telle qu'elle est décrite, et je vous renvoie pour ça à la façon dont c'est écrit dans l'ouvrage. Le point vulnérable de ce scénario, selon moi, c'est est-ce que dans des situations de conflit et de clivage, il n'y a pas d'autres issues possibles que la régulation, dans le sens où ça peut être bien pire. Je veux dire, où des situations de conflit et de clivage peuvent déboucher sur pas seulement des conflits sociaux à l'intérieur d'un pays, mais des conflits au niveau géopolitique et une série de choses de ce genre. Donc, quand on exacerbe des conflits et des clivages dans la société et pas seulement au niveau local ou national ou européen, mais à un niveau global, est-ce qu'on peut espérer que tout va pouvoir se régler par une meilleure régulation à l'heure où certains s'amusent à déconstruire systématiquement tout le multilatéralisme et toutes les relations internationales. Par rapport au scénario 3, la transition écologique et sociale, à la lecture du livre, ma principale question, c'est comment est-ce qu'on peut passer de la résilience individuelle décrite dans les 3 trajectoires qui sont présentées dans le bouquin à une résilience collective. Et comment faire le pont entre les deux. J'ai l'impression un peu qu'on présente le scénario comme le sympathique et irréductible village gaulois, mais que le village gaulois, il était dans l'Empire romain qui a assuré sa domination pendant plusieurs siècles. Donc, c'est un peu le défi de la transition sociale et écologique. Comment articuler des initiatives locales, et on sait qu'on peut faire beaucoup de choses dans des initiatives locales, à une perspective globale. Et comment aussi transposer dans la réalité quotidienne des gens des perspectives globales, les rapports du groupe d'experts sur le climat, etc., qui indiquent clairement des menaces, mais comment les transformer en
changement dans les pratiques quotidiennes. Alors, bon, la crise sanitaire, elle a soulevé un certain nombre mis en évidence, disons, un certain nombre de pratiques intéressantes sur le retour de l'intérêt pour la production locale, des initiatives coopératives, etc. Mais elle a aussi posé un certain nombre de problèmes qu'on retrouve dans toutes les discussions sur la transition écologique et sociale. C'est l'impact à long terme de décisions prises à court terme. Le retour des emballages plastiques, le plexiglas partout, etc. C'est absolument nécessaire pour faire face à la situation de contagion, mais c'est quelque chose dont il faudra gérer les conséquences environnementales par la suite. Et donc, la vulnérabilité de ce genre de scénario, c'est l'articulation entre le local et le global. C'est l'articulation entre des trajectoires individuelles et des trajectoires collectives. Alors, on m'a demandé aussi quelques réflexions sur les changements induits dans le modèle de travail par la situation de crise actuelle. Alors, tout le monde parle de montée en puissance du numérique, qui s'est traduit par la montée en puissance des bénéfices des multinationales du numérique d'abord, mais bon, tout le monde a bien vu ce que nous sommes occupés à faire, une conférence à distance sur les métamorphoses du travail. Ce n'était pas initialement prévu comme ça. Je voudrais faire quelques commentaires sur cette montée en puissance du numérique que je trouve, je ne suis pas tellement d'accord avec cette analyse. D'une part, bien sûr, il y a le télétravail et le télétout, dont on a déjà parlé et dont on a montré les limites, mais il y a aussi le fait que pendant cette crise, les humains ont été au premier plan. Qu'est-ce qui a été au premier plan? C'est le travail humain, c'est le travail des soignants, c'est le travail de tous les travailleurs, tous les salariés qui ont fait fonctionner les services essentiels dans l'économie. Et jamais le travail humain n'a été autant placé au centre des préoccupations. Donc en même temps, on a cette montée en puissance d'outils numériques pour le travail, pour le traçage, pour la géolocalisation, etc., mais aussi le travail humain qui est arrivé au premier plan et des formes de travail humain qui auparavant bénéficiaient d'une faible reconnaissance économique et parfois d'une faible reconnaissance sociale. Je pense notamment à tout le travail des soignants dans les maisons de repos, dans les centres d'hébergement, le travail de tout ce qui est le travail de préparation et d'approvisionnement dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur du commerce, etc., etc. Ce sont des boulots pas toujours très bien payés, pas reconnus socialement comme étant les travaux de la société de l'immatériel qu'on peut faire à distance dans son bureau chez soi, etc., mais qui ont joué un rôle tout à fait indispensable pendant cette crise. Plus précisément, le travail à distance forcé a été, je crois, accepté comme solution d'urgence. Dans l'urgence, on peut faire des compromis qu'on n'est pas prêt à accepter sur le long terme. Et je pense qu'en matière de télétravail, il faudra bien distinguer ce que le télétravail peut apporter dans des situations d'urgence. Les situations d'urgence peuvent être des situations moins longues et bien moins graves que la crise qu'on a connue actuellement. Ça peut être aussi des situations d'urgence plus limitées et plus temporaires. Et donc, effectivement, le travail à distance, il a permis de faire face le numérique a fourni des outils pour la distance. Mais on s'est trouvé en panne d'outils, non pas pour la distance, mais pour la présence. Les outils dont on n'a pas disposé pour la présence, ce sont les masques de protection pour le personnel soignant, c'est les respirateurs qui manquaient dans les hôpitaux, c'est toute une série de dispositifs pratiques, comment réorganiser les services quand on doit tenir une distance physique entre les prestataires de services et les clients. On a assisté au retour en force du guichet,
Hein. Pendant des années, le guichet avait disparu et maintenant, dans les bureaux de poste, dans les commerces, partout, on remet des guichets. Hein. On remet des guichets bricolés avec des bouts de bois, de plexiglas, hein, parfois pas mal de créativité. Et les outils pour gérer la présence, eh ben, c'était beaucoup moins facile à mettre en œuvre que les outils pour gérer la distance. Après 3 mois de confinement et déconfinement, ici en Belgique et sans doute aussi en France, on n'est toujours pas au clair sur la question de qu'est-ce que c'est un bon masque de protection pour éviter les contagions et les contaminations. Dans cette situation, on a pu mettre en évidence, du point de vue du numérique, à la fois la puissance de certains outils de calcul et l'indigence énorme de l'intelligence artificielle. Je m'explique. Les outils de calcul sont les outils qu'utilisent les épidémiologistes. C'est la possibilité de faire de la modélisation, de faire du traçage, de vulgariser ces notions-là, faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est une courbe de diffusion, qu'est-ce que c'est une courbe épidémique, de transmettre des résultats d'une manière qui n'aurait pas pu être faite de manière aussi efficace et aussi pertinente sans les outils numériques. Mais l'indigence de l'intelligence artificielle et de la robotique, hormis quelques géniaux inventeurs qui ont pu bricoler avec des imprimantes 3D les pièces de rechange qui manquaient pour les respirateurs, on n'a pas vu se manifester. Les usines ont dû être arrêtées parce qu'il manquait des humains, non pas parce qu'il manquait des robots. Une série d'activités économiques se sont arrêtées, non pas par manque de compétences informatiques, mais parce que les pièces de rechange n'étaient pas là, parce que l'approvisionnement ne suivait pas. Les chaînes automobiles robotisées, une fois qu'elles n'étaient plus approvisionnées en pièces parce qu'elles venaient de Chine, voilà, elles se sont arrêtées aussi. Et les outils de l'intelligence artificielle dont on nous promettait monts et merveilles dans les soins de santé n'ont pas du tout été à la hauteur en termes de prédiction et de modélisation par rapport à la diffusion de l'épidémie. Et je pense que cette situation va nous conduire à revoir un peu qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est moins important en matière de numérique. Bien sûr, on a souligné, je vois encore dans les commentaires qui défilent à côté, mais je ne sais pas en même temps parler et lire les commentaires, les risques liés à un trop grand engouement pour le télétravail. Mais il ne faut pas oublier que les outils de communication ont permis aussi de garder le contact avec des proches. Pendant 2 mois, je n'ai plus vu mes petits-enfants autrement que par Zoom. Mon petit-fils qui est en première maternelle avait des conversations sur TikTok avec les enfants de sa classe qui ont 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, il y a une série de caractéristiques de ces outils numériques qui ont montré en quelque sorte leur bon côté. Mais par ailleurs, on s'est rendu compte qu'une série de discours sur la puissance des outils numériques dans l'industrie et dans les services n'était pas pertinent. Dans les services et même dans les services qui ont fonctionné à distance, je pense aux banques et aux assurances par exemple, c'est le travail humain qui était important. Pas tellement les outils technologiques qui existaient déjà et qui étaient utilisés dans d'autres configurations. C'est la permanence et la capacité d'adaptation du travail humain qui ont permis à ces services de fonctionner bien plus que les outils à distance. Et donc, je pense qu'une des leçons à tirer de la situation actuelle, c'est peut-être de dire adieu à ce mythe de la substitution de l'humain par la machine et de réenvisager, comme le suggérait Malenfer, des situations d'interaction beaucoup plus positives entre l'humain et la machine, de revoir notre conception du travail en se rendant compte que le travail, c'est pas seulement un enchaînement d'opérations, c'est aussi du lien social, de l'organisation, des rapports de pouvoir, de voir que parmi les travailleurs qui ont été assez largement victimes de la crise économique liée à la crise sanitaire, on trouve précisément les travailleurs des plateformes.
tous ces petits boulots, hein, la gig economy, qui étaient des boulots précaires, sans stabilité, sans garantie de continuité, livrer des repas quand les restos sont fermés, des choses de ce genre-là. Ces boulots, ils ont disparu sans aucune protection sociale. Et donc, une des premières victimes sur le plan du travail dans la crise sanitaire actuelle, c'est tout le travail qui n'était pas de l'emploi, qui bénéficiait d'aucune forme de protection, qui était simplement des petits boulots organisés par des algorithmes, planifiés par les algorithmes, et les algorithmes, ils ont bouche cousue une fois qu'il s'agit de faire de gérer ce genre de situation. Ce n'est pas eux qui vont réfléchir à la protection sociale des travailleurs des plateformes. Voilà. Merci beaucoup, Gérard, pour ces propos, à la fois d'interpellation sur nos scénarios que nous avons retenus et aussi sur vos propres réflexions par rapport à cette crise sanitaire. Il nous reste très très peu de temps, donc je n'ai pas trop envie de réagir par rapport à vos scénarios. Je pense qu'il faut savoir, mais là je me tourne vers Jean-Éric, président de la Société française de prospective. Cet exercice de prospective avait fait le choix aussi d'essayer de réfléchir à une nouvelle approche de la prospective qu'on appelait approche prospective médiatrice, puisque l'idée c'était vraiment de remettre l'homme au cœur des changements et en faisant un acteur en tant que tel de ces changements. Donc il est possible qu'on mette en place à l'automne, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par la prospective, une sorte de GEX ou de JET, des journées d'études sur cet exercice de prospective et voir un petit peu ce que ça suscite comme interrogation sur les choix que nous avons faits en termes de méthodologie et de construction de cet exercice. Donc je m'en arrête là. Je pense que j'ai envie plutôt de rebondir effectivement sur ce que vous avez dit et qui était une des questions qui avait été déposée sur le chat et on n'avait pas vraiment mise en évidence tout à l'heure, qui est effectivement la place de ces métiers qui sont en fait ceux qui ont un contact humain et qui sont dans le relationnel et qui, en termes de valeur, en image, ont été complètement remises en avant avec cette crise sanitaire. Et qui, je pense, pose la question quand même de la revalorisation de ces métiers en termes de rétribution. Parce qu'en fait, on voit bien que malheureusement, ce sont des métiers qui sont sans une sous-rémunération chronique, qui ont donc besoin d'être repensés. Et là, il y aurait peut-être matière à réflexion aujourd'hui. Alors, on voit bien qu'il y a des réflexions qui, notamment chez France Stratégie, dans le réseau emploi compétences, qui commence à s'ouvrir par rapport à cette analyse qu'on peut avoir sur cette mise en évidence de ces métiers. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut ouvrir, qu'il faut avoir en réflexion. Alors, il y avait une question, alors bien sûr, ça y est, elle a disparu, mais qui disait attention aussi, parce que ces métiers peuvent être victimes, je dis de mémoire, peuvent être victimes d'une vision technologique de l'exercice de leur métier. On a vu, évidemment, mise en évidence l'autoconsultation. Les médecins, tout d'un coup, avaient le droit de faire de l'autoconsultation à distance, ce qui est quand même pas, ce qui est vraiment interpellant par rapport à l'exercice de ce métier. On voit bien aussi que dans la logistique, on a vu de plus en plus une programmation importante par rapport aux commandes et ensuite comment répondre à ces commandes. Donc ça, c'est un premier jeu de questions qu'on pourra avoir. Et j'en profite pour dire aussi, alors la personne ne s'est pas nommée, mais en termes de méthodologie, nous avons effectivement mis une approche en termes de 4 plaques tectoniques. Il a été proposé d'en mettre une 5e, alors à voir, qui porte sur comment dire, la transition écologique, le rapport à la nature. C'est Henri Jacot. Ah d'accord, parfait, je n'avais pas vu. Là, ça pose vraiment une question méthodologique qui pourrait faire l'objet de cette fameuse GEX que j'ai annoncée, tout en sachant que la transition écologique, elle a aussi, qu'on veuille ou non, des conséquences dans les autres plaques. Donc ça propose, et ça met bien en évidence, l'interaction aussi qu'on doit avoir dans ces plaques en termes de changement. Donc, je propose simplement de prendre une question ou deux. Alors, je vois
Alors, il y a une remarque d'Emmanuel Bégon, pardon, décidément Emmanuel, qui dit « Faire comprendre le travail n'est pas un enchaînement de tâches, mais un continuum de liens sociaux, d'organisation et de rapport au pouvoir qui devrait être au cœur de la formation des managers actuels et à venir. Le travail de demain est aussi entre leurs mains. » Et il est vrai qu'il y a une vraie question sur le management. Et dans l'étude que j'avais posée de Terra Nova, il y avait la notion de confiance, la relation de confiance qui avait été mise en évidence dans cette étude. Pouvez-vous peut-être réagir, si vous le désirez, l'un et l'autre, sur ces deux aspects? Et puis, on sera amené malheureusement à conclure cette session parce que nous sommes dans une contrainte de temps. Dans une demi-heure, une autre session sur l'international qui sera consacrée aux travaux internationaux va démarrer à 11 heures. Et notamment, ce qui est important, et j'en suis très heureuse, on a réussi à avoir un champ du possible plus couvert, puisque nous avons à la fois rassemblé les travaux de l'OCDE, de l'OIT, les travaux d'ETUI au niveau européen, et nous avons aussi un regard sur ce qui se joue par rapport à cette représentation du travail en Chine. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez réagir rapidement tous les deux? Alors, je m'excuse aussi pour toutes les questions qui sont remontées Gérard. par le chat. Hein. Voilà. Alors, Oui, moi, je voudrais peut-être faire un petit commentaire sur une question qui était posée, que je trouve intéressante, de Ratiba Ambi, je ne sais pas lire le nom en entier. Est-ce que la mise en évidence de ces métiers essentiels ne va pas proposer une accélération des technologies de la part des entreprises pour réduire la dépendance à l'humain? C'est-à-dire qu'on ne va pas... dans la situation actuelle, j'ai eu l'impression du contraire. Certains hôpitaux en Belgique avaient mis des petits robots Nao à l'accueil des hôpitaux pour faire accepter l'idée que la robotique avait sa place dans l'hôpital, mettre un peu d'animation à l'accueil des hôpitaux. Ces robots avaient totalement incapables d'apporter la moindre contribution au tri des patients qui arrivaient pour se faire tester ou parce qu'ils avaient des symptômes de Covid. Quand vous regardez du moins ici en Belgique, la manière dont les supermarchés fonctionnaient et fonctionnent toujours pendant cette crise, les caisses de self-scanning, donc on scanne automatiquement, étaient désertes. Les gens passaient à la caisse, c'est bien compréhensible. Vous devez manipuler tout avec vos mains, vous-même, si vous passez à ces caisses. Et donc, je ne suis pas certain. Je pense que plutôt qu'une accélération des investissements en automatisation, on va peut-être assister à une réorientation de ces investissements en automatisation. Et qu'on va se rendre compte de quel est le véritable enjeu d'une perspective d'interaction entre l'humain et la machine. J'espère que ça donnera un coup à une orientation de ce genre. Merci beaucoup, Gérard. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Marc? Non, mais si on a fini, j'arrête. Moi, non, on se donne une minute quand même. Non, mais je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui venait d'être dit par Gérard. Il y a la tentation quand même dans les entreprises. Je vais prendre un exemple caricatural. Si vous prenez Amazon, s'ils avaient été au bout de leurs principes, on aurait des entrepôts qui seraient 100% robotisés, automatisés, et puis une livraison qui serait assurée à 100% par des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, et donc plus de problèmes de dialogue social, de contraintes de consultation des salariés, etc. Et voilà. Sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas quand il faut être réactif, qu'il faut adapter l'activité, qu'il faut trouver des solutions innovantes. Ça ne fonctionne pas. Donc, on a besoin d'avoir des équipes, des salariés qui se connaissent entre eux. Donc, les choix d'organisation qui vont être faits derrière, ils vont être déterminants. Et quand on est sur des secteurs stratégiques comme la santé, ou la logistique, la distribution, ces choix-là, ils méritent d'être débattus collectivement. Il ne faut pas laisser des décideurs seuls partir sur des solutions technologiques qui peuvent mettre en péril des chaînes d'approvisionnement, par exemple. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie pour cet échange. Pour l'ensemble des réactions qui sont arrivées par le mode de conversation du webinaire.
Je vous dis à bientôt. En tout cas, vous avez, et je vous rappelle cet ouvrage oui, vous le voyez, Métamorphose du travail, qui est paru chez Economica. Malheureusement, il est sorti en pleine période de confinement, mais il semblerait qu'aujourd'hui, on peut de nouveau le retrouver dans les librairies. Et je vous invite, si vous en avez envie, à poursuivre la prochaine session qui portera sur les travaux à l'étranger. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Oh, c'est bien passé.